Nous sommes en Côte d'Ivoire. Comme nous le savons tous, il y a certains candidats qui n'ont pas vu leur nom dans la liste électorale de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Entre autres, M. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, et d'autres candidats bien sûr. Et le 15 septembre 2025, 2 personnes ont introduit leur plainte au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour que cet organe puisse interpeller le gouvernement ivoirien afin que leur nom puisse être réinscrit sur la liste électorale. Malheureusement, cet organe de l'ONU qu'on appelle la Commission des droits de l'homme n'a pas répondu favorablement à la demande de Tidjane Thiam ainsi que de Laurent Gbagbo. Je voulais suivre les analystes politiques ivoiriens qui sont en train de parler de cette situation et puis nous allons nous retrouver juste après. Merci. Celui de l'ONU qui répond donc à la demande de réinscription sur la liste électorale des candidats du PPACI et du PDCIRD. Alors, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a rejeté le mardi 7 octobre 2025 les demandes de mesures provisoires introduites par Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam qui sollicitaient leur réintégration dans le processus électoral après le rejet de leur candidature par le Conseil constitutionnel ivoirien. Pour rappel, les 2 requêtes avaient été déposées le 16 septembre par leurs conseils respectifs auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU dans le cadre du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Marius Komoé, commentaire. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Je l'ai toujours dit ici, le temps où l'ONU interférait dans nos dossiers au niveau national est loin derrière nous. Bien que ce soit une belle volonté de certains de voir cette institution internationale agir pour permettre évidemment une élection inclusive, comme on appelle donc l'opposition dans son ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons nous tous souhaité. Mais je l'ai dit, moi je suis très respectueux des dispositions légales de nos lois. La loi en Côte d'Ivoire nous dit que le Conseil constitutionnel est l'instance à trancher sur les questions de candidature pour l'élection présidentielle et autres élections. Donc, le Conseil s'est prononcé. Cela s'impose à nous si nous sommes très respectueux de nos lois. Maintenant, on peut épiloguer pourquoi le régime actuel, pour ne pas dire le pouvoir actuel, n'a pas créé les conditions d'une élection inclusive. Ça, on n'en est plus là. Aujourd'hui, nous sommes à une étape, à 2 semaines de l'élection présidentielle. On va encore épiloguer sur les questions de non. L'ONU n'a rien à faire dans une affaire de qui va être candidat, de qui ne va pas l'être. C'est le Conseil constitutionnel qui le décide. Et ça, depuis des lustres. Ce n'est pas M. Ouattara qui a fait ces textes de loi avec son régime. C'est des textes de loi qui existent depuis. Et le régime même précédent en a bénéficié. Et donc, il faut passer à autre chose. Et il faut penser à créer les conditions d'élection inclusive peut-être pour les années antérieures, mais pas pour cette élection-ci. Que puis-je dire face à une décision de l'ONU suite à la requête de ceux qui sont mécontents? Et Marius l'a si bien dit, peut-être que je vais prendre cette phrase-là pour moi. C'est très révolu, le temps où l'ONU montrait un certain engagement par rapport à la prise de certaines résolutions tout azimut concernant le dossier ivoirien. Ouais, je pense que les acteurs ont changé et l'opposition, les acteurs de l'opposition aujourd'hui n'ont pas le même profil que les acteurs par le passé pour qui l'ONU prenait ces engagements-là. Donc je m'en tiens à cela. Donc la décision de l'ONU, moi, ne me surprend pas et je ne crois même pas que ceux qui ont déposé, que ça les surprenne. Très bien, Gandhi. Bon, il fallait s'y attendre, en fait, parce que, comme on l'a déjà dit ici plusieurs fois sur ce plateau-là, l'ONU ne viendra pas imposer quoi que ce soit à l'État ivoirien, l'état actuel des choses, c'est pas possible. Et le mince espoir qui était pour ce que je peux appeler les leaders politiques, je pense que c'est un espoir ruiné. Et moi, je veux inviter, en fait, profiter de cette tribune-là pour inviter les gens à être un peu plus objectifs. Voici que vous partez à l'ONU pour prétendre ou bien avoir peut-être un espoir que vous puissiez être réintégré. Là, l'ONU vous a désavoué, vous acceptez. C'est la même chose quand nous sommes aussi au pays, que les juridictions, ou bien que ce soit les choses, tout ce qui est institution arbitrale,
vous désavoue, il faut accepter le verdict et passer à autre chose. C'est l'occasion pour dire que la vie politique d'un groupe, d'un parti politique ne peut pas se limiter à un individu. À défaut d'un individu, on peut passer à autre chose. Et ça, c'était prévisible, ce qui est arrivé. Rien n'étonne. L'ONU ne pouvait pas imposer ou demander qu'on puisse réintégrer Gbagbo ou qu'on puisse réintégrer Thiam. C'est pas possible. Le penser, c'est vraiment une rêverie. Très bien, Élisée. Ok, d'accord. Avant que je ne puisse... Bon, je ne sais pas si peut-être la régie pourrait nous mettre le communiqué. Parce que je pense que c'est important quand même qu'on le lise un peu pour que les Ivoiriens aussi aient une idée claire de ce qui a été dit par l'ONU. Mais en attendant que cela soit fait, ce que je veux dire, hein, voilà, ok, parfait, il est là. Peut-être que Christophe pourra nous le lire, je ne sais pas si éventuellement... Le secrétariat des Nations Unies aux droits de l'homme présente ses compliments à la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et à l'honneur de lui transmettre pour compléter le dossier de l'État parti les informations complémentaires reçues le 16 septembre 2025 dans le cadre de la communication numéro 4825-2025 présentée au Comité des droits de l'homme en vertu du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques au nom de M. Laurent Gbagbo. Le comité, agissant par l'intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux sur les nouvelles communications et mesures provisoires, rappelant ses précédentes correspondances en date des 20 et 26 août 2025, a confirmé sa décision de ne pas octroyer les mesures provisoires. Le comité saisit cette occasion pour rappeler qu'aucune décision n'a été prise sur la question de la recevabilité de la communication, ni sur le fond des allégations, et que l'État parti est prié de soumettre ses observations sur la communication au plus tard le 20 février 2026. Ok. Ça, c'est donc le cas du président du PPACI. Oui, je sais, bon, c'est quasiment les mêmes contenus hein, pour le président du PDCI, sauf que sur la date où l'État doit pouvoir soumettre ses observations. Le 8 janvier 2020. Voilà, pour M. Tidiane, c'est le 8 janvier. Pour M. Laurent Gbagbo, c'est le 20 février. Mais c'est pratiquement la même teneur du discours. Mais quand vous regardez, reprenez, vous voyez le paragraphe 2 et le paragraphe 3. Le paragraphe 2, le paragraphe 3. Moi, ce communiqué-là, je l'ai perçu comme une exaspération. Hein. C'est-à-dire comme une exaspération de l'ONU. L'ONU vous dit qu'en date des 20 et 26 août, il a confirmé sa décision de ne pas octroyer de mesures provisoires. Si vous vous rappelez, les concernés ont fait une première requête qui a été rejetée. Ils ont fait une seconde requête au motif qu'ils estiment que la décision qui avait été dite là était une décision à leur faveur ou qu'elle n'était pas relativement claire. Il faut clarifier. L'ONU a clarifié d'un communiqué. Mais le 16 septembre, à la surprise générale, le 16 septembre, ça veut dire qu'on est sorti du 8 septembre, le Conseil constitutionnel a déjà donné le verdict final. En dépit de ça, ils ont saisi l'ONU encore pour demander qu'on mette leur candidat sur la liste électorale. Et l'ONU sort donc ce communiqué pour leur dire trop c'est trop. Oh, ils n'ont pas dit trop c'est trop. Non, moi je tire ma conclusion. Je paraphrase. Trop c'est trop. On vous a déjà dit sur le 20 et le 26 là qu'on ne va pas confirmer de décision, on n'octroie aucune mesure provisoire. C'est pas notre rôle. Qu'on n'a pas dit ça. On a même fait un communiqué, on a clarifié. Pour vous dire que jamais on n'a pris de décision sur le fond ni sur la forme. Et qu'on a demandé à l'État parti de venir nous donner des compléments d'explication à telle date. Vous revenez encore le 16, après que le Conseil constitutionnel ait donné son verdict, pour nous saisir à nouveau. Donc, le dernier communiqué là, il vous dit, le comité saisit cette occasion pour rappeler qu'aucune décision n'a été prise sur la question de la recevabilité de la communication, ni sur le fond des allégations. Et que l'État parti est prié de soumettre ses observations sur la communication plus tard le 20 février. Donc vraiment, de grâce, permettez qu'on passe à autre chose. Laissez l'État parti venir s'expliquer le 8 janvier concernant M. Thiam, le 20 février concernant M. Laurent Gbagbo, ce chapitre-là, souffrez qu'on le ferme une bonne fois pour toutes et qu'on passe à autre chose. Voilà comment il faut comprendre ce communiqué. Alors, de façon vraiment assez claire. Oui. L'impact de cette décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU, justement, sur la vie politique nationale. Quel impact, messieurs? Commençons par vous, Herman. Moi, je pense que je l'ai dit, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Et je me dis que les auteurs de cette requête, ou même cette saisine de l'ONU, là, tout ce que le mérite qu'ils ont, c'est d'avoir introduit cette requête. Sinon, pour moi, on est dans une certaine logique, ils savent bien que ce n'est pas l'ONU qui va donner une suite favorable. Mais c'est bon pour l'histoire. Pour dire que à une période donnée de notre histoire en Côte d'Ivoire, il y a eu que cette institution était très active dans les résolutions qui concernaient la Côte d'Ivoire. C'était souvent toutes les 48 heures. Et que maintenant,
que la requête, la saisine d'une opposition n'intéresse presque pas l'ONU, parce que comment comprendre que l'ONU décide de remettre en janvier, c'est-à-dire que postérieur, une date postérieure à l'élection présidentielle, une question qui doit être vidée avant l'élection présidentielle. C'est pour dire que, ça, effectivement, l'Élysée il fait bien de le dire, ça n'intéresse pas l'ONU. Donc peut-être trop, c'est trop. Nous, on vous a dit que votre requête, là, votre saisine, ça ne nous intéresse pas. Passez à autre chose, parce que vous, visiblement, on ne vous suit pas. Très bien, Marius. Mais pour nous... Vous allez dans la même direction qu'Herman, vous avez un autre commentaire? Non, mais clairement, Herman l'a dit, et même Élysée, ce qu'il a dit est totalement juste. Pourquoi diantre faudra-t-il qu'on amène encore ce dossier-là sur la table? Moi, je ne comprends pas. L'ONU a été clair, incisif. Le communiqué ne souffre d'aucune ambiguïté. Advienne que pourra que chacun, tout un chacun qui a été à l'école puisse comprendre les écrits de l'ONU. Donc on ne reviendra pas là-dessus. Le Conseil constitutionnel, et je le dis et je le répète, c'est planché. Voilà. Et nous sommes tous, et nous voulons tous, sinon nous sommes tous respectueux de nos lois. Nous sommes en état de société. Et en état de société, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de dispositions légales qui régissent le fonctionnement des rapports entre les humains et de la République, eh bien, nous nous retournerons dans l'anarchie. Et donc, il faut que nous soyons respectueux, bien que cela fasse mal pour un camp politique ou pour plusieurs camps politiques, mais bien évidemment, la loi, elle est impersonnelle. Je pense que Christelle, c'est clair. L'ONU a parlé de façon diplomatique, mais quand on se retrouve entre nous Ivoiriens, on peut dire c'est fini pour vous, laissez ça. Ça, c'est le langage. Si on était, comme on le dit à Abidjan, de façon triviale, c'est fini pour vous, laissez ça. Marius, tout doucement. Voilà. Non, en fait, c'est tout. C'est-à-dire que parce que l'ONU, c'est baoulé et tout le monde comprend. L'ONU a tenu un discours diplomatique, on ne peut pas heurter des gens, mais je pense que si on le dit, comme on le dit, si on était à Abidjan, on dit bon, c'est fini pour vous, passer à autre chose. On n'y viendra plus. Et là, c'est les acteurs. Il faut leur justement, dire ça. La question, c'était l'impact sur la vie politique nationale. En fait, je pense que les autres l'ont déjà dit. Ça n'a aucun impact. C'était prévisible. Ça n'a aucun effet. Aucun effet. Ça veut dire que la saisine de l'ONU ne pourrait avoir aucun effet. Donc, moi, je suis content que les gens aient pu saisir l'ONU. Ça veut dire que c'est la même chose. Quand vous saisissez aussi une juridiction qui vous désavoue, quand on est républicain, il faut s'y plier. Très bien. Voilà. Élysée? Ok. Moi, concernant l'impact, je pourrais percevoir l'impact sous deux angles. Je suppose qu'on a eu nos guéguets en interne. On a estimé à un moment donné qu'en interne, il y a un parti pris. On décide donc de saisir l'international. Parce qu'on estime que là-bas, vraiment, c'est la juridiction suprême qui va trancher. L'international a tranché. Le débat, il est clos. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Pourquoi passer à autre chose? Mais on va aux élections. Maintenant, ceux qui sont sur la liste vont voter. Ceux qui ne sont pas sur la liste vont attendre l'ouverture d'une prochaine RLE. Ils seront sur la liste et puis on votera. Ça peut paraître injuste, mais Christelle, c'est la vie. La vie en elle-même, là, elle n'est pas juste. Il y a des moments où on est d'accord, on est content parce que ça nous arrange. Des moments où on n'est pas content parce que ça ne nous arrange pas. Mais ainsi va la vie. Sinon, si vous rentrez au PPA, au pôle pénitentiaire d'Abidjan, là, il y a des gens qui sont là-bas de façon injuste. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la vie. On ne le souhaite pas, mais ça fait partie de la vie. Donc, je me dis qu'on ne bloquera pas tout, on ne cassera pas tout, on ne détruira pas tout, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, nos droits, ou bien ce qui nous revenait de droit ne nous a pas été octroyé, pour ça on doit tout bloquer. Non, je pense que aujourd'hui, là, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont compris qu'on peut se chamailler, mais il y a quelque chose qu'il faut préserver, Christelle, qui est fondamental et qui est important. C'est la paix et la stabilité de notre pays. Je dis et je répète sur ce plateau-là, quel que soit le nom que tu peux porter dans ce pays, tu n'es pas plus important que la Côte d'Ivoire, que la stabilité de ce pays. Non, ça, quel que soit l'homme politique que tu es, quelles que soient les armes que tu as réalisées dans ce pays, tu ne peux pas être plus important que l'ensemble de ce pays, que la stabilité de ce pays. C'est pas possible. Donc ça, il faut que chaque acteur politique se l'intègre définitivement. Les Ivoiriens n'iront pas à l'abattoir, ou bien les Ivoiriens ne se feront pas harakiri, parce qu'à un moment donné, tu estimes que c'est toi qui devais être, ou bien c'est toi qui ne devais pas être. Vraiment, ça, il faut qu'on passe à autre chose. Alors, messieurs, de façon rapide, un tour de table rapide, le next step, le prochain point, justement, pour les deux parties, comment est-ce que vous le prévoyez ou l'envisagez, Herman? Pour les deux parties? Oui, le PPACI et le PDCRDA. Les deux parties, je crois bien que le Front commun, donc le PDCRDA, le PPACI, et avec certains partis de la CAPSI, ont décidé
They're 17 and trading on their phones while you're still chasing paychecks at 50. Disappear from social media and do this. De faire chemin ensemble, notamment le Front commun qui maintient sa marche, sa manifestation du 11 octobre, qui est le lendemain du lancement de l'ouverture de la campagne présidentielle, et qui, on a vu les autorités interdire toute manifestation. Donc on attend de voir comment ça va se passer. Mais moi, ce que je dis, je reste encore peut-être, pour moi, pour qu'il y ait un véritable jeu démocratique, c'est que l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition puissent adouber un candidat en face de celui du RHDP pour qu'on puisse jauger notre niveau de démocratie en Côte d'Ivoire. Maintenant, les autres actions, moi je suis cartésien, je trouve que c'est aléatoire. Je ne peux pas aujourd'hui me dire quel sera le résultat d'une marche pendant qu'il y a il y a des cas concrets, il y a des démarches concrètes à choisir pour pouvoir obtenir plus ou moins ce qu'on recherche que de choisir la rue. Bon. Enfin, un petit tour de table rapidement. Marius Komoué, rapidement. Pour moi, à l'état actuel des choses, une marche, c'est vrai que les politiques ont des raisons que la raison elle-même ignore. Dans le cas d'espèce, je ne vois pas pourquoi il faut-il aller à une marche au lendemain du début d'une campagne présidentielle qui s'annonce à grande pompe avec des candidats déjà connus. Si d'ordinaire, les uns et les autres, comme ils ont l'habitude de nous réserver. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est leur droit de marcher. Mais en même temps, l'État aussi a interdit toutes les marches. Il ne faut pas l'oublier. Dans toutes les manifestations publiques. On attend, comme tu l'as si bien dit. S'il vous plaît, Herman, si vous en prie. Ce même droit-là, il l'avait hier, quand hier le régime précédent sortait des communiqués pour interdire des marches. Attention, il ne faut pas nous dire oui, cette année-là, tu dis ils ont des droits. Mais il y a quelques années, ils avaient aussi des droits de marcher, mais le régime interdisait ces marches. Prochaine étape, pour être franc, en fait, ce serait encore du folklore. Prochaine étape. Oui. En fait, ça ne peut rien créer, comme on le dit. Prochaine étape. Qu'est-ce qui ne peut rien créer, monsieur Gandhi? Il n'y a plus rien à créer pour qu'on puisse changer à l'heure actuelle le processus. Très bien. La date du 25 est constitutionnelle. Ce qui reste, et je veux rejoindre Herman là-dessus, ce qui reste, il n'y a pas de honte à changer de stratégie quand une stratégie a échoué. Il faut chercher à soutenir d'autres candidats qui leur étaient proches. Très bien. Thiam n'est plus là, Bion est issu du PDCI, on peut le soutenir. Dombelo est issu du PPACI, on peut le soutenir. Voici les options. Élisa, on termine avec vous. Prochaine étape, premièrement, ravaler sa colère et son amertume, essayer de voir au niveau de l'opposition qui porte plus nos aspirations, l'accompagner et puis préparer sereinement les législatives. Vous voyez, c'est pour le 28, hein. On va rester dans les guéguerres, on se réveille le matin, on s'en va aux législatives. On n'a même pas préparé quelque chose. Et ça encore, on a dit non, reportons les législatives parce qu'on doit se préparer. Vraiment, il faut qu'on soit logique dans tout ce qu'on fait à un moment donné. Très bien, merci beaucoup messieurs. En seconde partie, nous aurons le candidat Jean-Louis Billon qui sera face aux femmes. Il répondra aux questions de Adélaïde Mégué, Sylvia Apata et Rebecca Yao qui demanderont aux candidats est-ce que dans votre projet de gouvernance, vous avez prévu des choses pour faire avancer la cause des femmes en Côte d'Ivoire. Restez avec nous après le journal, à tout de suite.